D'abord, remercier l'Académie nationale de médecine pour m'avoir demandé de présenter ce sujet sur la télémédecine dans la prise en charge des accidents vasculaires, ce qu'on appelle le télé-AVC. Alors, j'ai effectivement quelques conflits d'intérêts dans ce contexte, puisque j'ai été membre et président de la Société française de neurovasculaire et de santé digitale. Tout d'abord, quelques mots sur les accidents vasculaires cérébraux pour remplacer le problème de santé publique, avec une incidence très importante en Europe et une gravité que vous connaissez, avec une troisième cause de mortalité, de déclin cognitif et première cause de handicap de l'adulte, et surtout une épidémie qui n'est pas contrôlée. Le nombre absolu d'accidents vasculaires est croissant, malgré une incidence qui est stable durant ces dernières décennies. Eh bien, c'est dû à un problème qui est le vieillissement de la population. Alors, dans les populations plus jeunes, comme au Vietnam, il y a aussi ce problème chez les sujets les plus jeunes. Le point que vous connaissez tous, l'AVC, est une pathologie chronique à début aigu et comme telle, toutes les maladies chroniques vont nécessiter des mesures de prévention. Prévention primaire, en traitant les facteurs de risque modifiables, comme le contrôle de l'hypertension, le cholestérol. Enfin, je ne vais pas tous les citer, mais enfin, vous les connaissez. De pouvoir mieux connaître l'enjeu de la pathologie et de l'urgence de la prise en charge par l'information de la population et travailler à la prévention secondaire, en particulier en mettant le lien sur les cardiopathies emboligènes telles que la fibrillation atriale. Le patient étant devant être acteur de sa prise en charge. Alors les accidents vasculaires, euh, le paradigme a changé sur la prise en charge parce que maintenant le diagnostic et le stade physiopathologique est faisable de manière très simple par le scanner, l'IRM, par l'imagerie. On sait que la prise en charge dédiée en stroke unit, en unité neurovasculaire ou stroke unit pour les anglo-saxons, eh bien, diminue la morbimortalité des patients, et ce, quel que soit l'âge et la gravité et le type de l'accident vasculaire. Alors, il restait à avoir des éléments sur la première semaine pour le traitement aigu de l'accident vasculaire, et vous le savez, le time is brain, le temps est important pour la prise en charge dans l'organisation. Et donc, le point qui est très important et dans le cadre du télé-AVC, c'est un point fondamental, c'est de mettre en place la filière dédiée autour de cette stroke unit pour pouvoir coordonner l'ensemble des actions. Alors, on va coordonner la prise en charge en limitant la nécrose ischémique par une reperfusion, en diminuant l'oligémie et puis la pénombre ischémique qui est autour de la zone nécrotique qui va être atteinte dans les premières heures. Et on sait très bien que va pouvoir revasculariser. Plus on revascularisera tôt, et plus on va avoir une récupération importante. Et donc, ça a bien été montré avec la thrombolyse, la thrombectomie et les approches combinées. On peut aussi réduire la pression intracrânienne, c'est l'utilité de la craniectomie, ou limiter l'extension de l'hémorragie en contrôlant l'hypertension artérielle initiale et en réduisant les troubles de la coagulation lorsque les patients prennent des traitements. Donc ça a été montré et donc ça a été modélisé dans le cadre de ce travail déjà ancien. On a vu que l'unité neurovasculaire, si elle permet d'éviter 62 événements pour 1000 patients traités, ce qui fait qu'on évite un événement tous les 16 patients, ça va s'adresser à l'ensemble de la population et vous voyez l'impact que ça va avoir sur la prise en charge. Alors tous les autres traitements, que ce sont la reperfusion chimique ou mécanique, vont avoir un effet additif comme la craniectomie. Et donc, on voit bien que c'est l'UNV qui va être le centre de cette prise en charge aiguë. Et donc, dans la prise en charge, on a bien sûr la partie aiguë, on a la partie d'hospitalisation et la partie du suivi des patients. Et donc, on voit que ce parcours de soins est rythmé par un certain nombre de séquences. Et c'est l'ensemble de ces séquences qui vont pouvoir donner lieu à une mise en place des outils de télémédecine pour
réduire le temps de transport, organiser le travail aux urgences, organiser les prises en charge en hospitalisation et lorsque le patient va sortir de l'hôpital, pour lui éviter toutes les complications et traiter les facteurs de risque avec un contrôle à domicile. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans les minutes suivantes sur l'aspect de la télémédecine. Donc la télémédecine, sa définition tout d'abord, c'est des actes qui sont réalisés à distance au moyen de dispositifs utilisant les technologies de l'information et de la communication, globalement l'informatique, et qui permet un accès équitable aux soins, quelles que soient les conditions géographiques, climatiques, la démographie médicale et l'expertise qui peut manquer, et avec l'idée d'améliorer le maillage territorial. Alors ça, c'est le premier effet de la télémédecine, c'est l'effet substitution. Et le deuxième effet, qui est l'effet de passage de compétences, qui va être lié à une substitution des nouvelles compétences qui vont être acquises en complémentarité avec les ensembles des intervenants pour diffuser les connaissances, standardiser les procédures. 5 actes peuvent se décliner et on les verra au cours de la présentation comme la téléconsultation, la téléexpertise, télésurveillance, téléassistance et régulation médicale. Et on va voir qu'en neurologie, hein, pour la prise en charge des AVC, eh bien l'ensemble de ces actes peuvent être mis en place. Le point qui est majeur et qu'il faut retenir tout de suite, c'est que la télémédecine, c'est la formalisation organisationnelle, c'est la traçabilité de tout ce qui va être fait entre les intervenants, une contractualisation entre les intervenants, entre les professionnels et les institutions. Alors le télé-AVC en lui-même, vous voyez, c'est une histoire assez ancienne, puisque c'est Levin qui l'avait proposé avant les années 2000, en disant finalement que c'était une maladie idéale parce que l'examen neurologique est assez reproductible et qu'on peut transmettre des données d'imagerie. Là, on sait très bien qu'effectivement, le score du NIH peut être reproductible entre neurologues et urgentistes. Donc, dans le télé-AVC, on va distinguer ce qui va être la proposition d'un accès équitable à une expertise neurologique pour tous les patients, dans l'urgence, dans le suivi. C'est l'effet substitution spatio-temporelle de la télémédecine. Et on va bien sûr pouvoir établir des procédures, standardiser, les diffuser, les partager et éduquer les patients, les intervenants. C'est l'effet diffusion des connaissances et des compétences en télémédecine. Et c'est un point très important. Alors, on pourra décliner différents sous-types, soit avoir un maillage global, soit parler que de téléthrombolyse, réaliser la thrombolyse à distance, en assistance, ça va être la téléassistance, en examinant le patient à distance, c'est la téléconsultation, en concertation entre différents professionnels, neurologues, radiologues, c'est la téléexpertise, utiliser les outils de télémédecine pour la surveillance, ça va être la télésurveillance. Donc le rationnel, prenons l'exemple français, on a une répartition démographique défavorable et la mise en place des 140 UNV avait bien mis en évidence que les temps d'accès mis en place sur cette carte en 30 minutes en vert et en 45 minutes en jaune mettaient en évidence qu'il manquait des parties du territoire qui auraient dû être couverts par une prise en charge. Et si on applique ce système à des services d'accueil d'urgence avec des hôpitaux qui sont équipés du service d'urgence et d'un scanner ou d'imagerie par résonance magnétique. Vous voyez que avec les mêmes délais de 30 minutes en rouge et 45 minutes en orange, on a une couverture plus large du territoire métropolitain français. Et donc, c'est ce genre de réflexion qu'il faut pouvoir conduire. Le télé-AVC a été bien sûr proposé et c'est validé par l'ensemble des sociétés savantes avec un rationnel de classe 1 et de niveau A. Alors, plusieurs modèles existent pour le télé-AVC et urgence, qui est le premier élément, avec généralement un hub que vous voyez figuré ici, et des satellites, ce qu'on appelle des SPOC, qui sont équipés d'outils de caméra, de transfert d'images, et donc on va pouvoir comme ça organiser l'ensemble de la prise en charge avec une équipe de neurologie à distance qui va pouvoir examiner le patient, recevoir les images et discuter des prises en charge. Alors, ceci a été modélisé par l'Agence nationale de l'aide
à l'organisation des soins et qui a modélisé en différents types selon l'organisation. C'est ce que nous avions montré avec les collègues en Bourgogne et en Franche-Comté, avec globalement des systèmes en étoiles qui se développent entre un hub des spokes. Euh, un système particulier tel le système du Nord-Pas-de-Calais, où les UNV pouvaient collaborer les unes avec les autres pour minimiser les durées de garde et la pénibilité, avec en particulier aussi la garde de radiologie qui pouvait être sur différents centres, et l'ensemble collaborant pour des prises en charge locales de patients qui étaient vus à distance. Alors ce système s'est complexifié avec une organisation avec le CHU de Lille qui peut comme ça coordonner et décider de transfert des patients pour des cas plus complexes, la thrombectomie ou la crâniectomie. Et donc c'est le modèle globalement en étoile, mais qui est un peu modifié. On peut aussi avoir des modèles totalement séparés de l'organisation territoriale entre les différents hôpitaux, avec des modèles totalement privés, mais c'est des modèles peut-être que l'on ne peut pas conseiller. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce télé-AVC urgence? Donc, dans le modèle, on va demander des avis neurologiques, et on pourra examiner le patient à distance, et en l'examinant, on pourra éliminer des strokes mimiques, déterminer si c'est d'autres pathologies neurologiques, aider à la décision de thrombolyse et de thrombectomie. Et d'ailleurs, pour la thrombectomie, le téléstroke a une recommandation 2B. On peut aussi discuter entre experts neurologues sur les cas complexes pour aider à différents types de traitements et de prise en charge. Donc, ceci a été démontré dans la littérature avec l'étude allemande de la région de Bavière. C'est le réseau Tempis qui a montré qu'il y avait entre les unités neurovasculaires, les strokes uniques classiques et les systèmes avec télémédecine, bien, il y avait une mortalité identique et une évolution favorable identique. C'était un essai randomisé qui a bien montré ces organisations. Ça a été montré aussi dans l'étude finlandaise qui couvre l'ensemble du territoire finlandais. Et puis, nous l'avons montré en Franche-Comté, en Bourgogne. La région du Nord-Pas-de-Calais a montré que finalement, il y avait une meilleure prise en charge pour la thrombolyse en particulier. Et puis, que globalement, dans les aires rurales, en Lorraine, il y avait une meilleure prise en charge des patients. Alors, ce qui est un point important, les Allemands ont bien montré que le taux de thrombolyse augmente au fil du temps dans ces hôpitaux, et le door to needle, le temps de prise en charge des patients, se réduit par l'expérimentation et la compétence qui est donnée. Et donc, c'est ce qu'on a montré aussi dans notre exemple franc-comtois que je donne très rapidement. 3500 AVC par an en Franche-Comté, et nous avons une organisation qui finalement couvre les recommandations actuelles. Nous avons mis en place cette organisation dans les années 2000 avec le centre de Besançon et puis les centres périphériques qui sont tous occupés au sein des filières hospitalières dans des services d'urgence équipés de caméras. Les imageries scanners ou IRM sont reliées au centre de Besançon, au centre expert, et l'ensemble permet une prise en charge et de renforcer les zones où il y a des neurologues, mais en nombre insuffisant, et en niveau d'expertise peut-être un peu plus inférieur. Et donc l'ensemble montre que ça peut tout à fait fonctionner. Et donc, c'est ce genre de cartographie qu'il faut réaliser à l'échelon d'une province, d'un département, voire du pays tout entier, et pour déterminer la meilleure organisation possible. Alors, vous voyez que au fil du temps, on a le même résultat que les Allemands. On a montré que finalement, sur les courbes bleues, c'est le taux de thrombolyse sur l'ensemble du territoire qui a monté progressivement et qui tend à rejoindre le taux de l'unité neurovasculaire de Besançon, avec une augmentation aussi du taux de thrombectomie. Et lorsqu'on regarde le nombre de procédures de revascularisation chimique ou mécanique par million d'habitants, c'est une façon d'analyser et de comparer les différentes équipes. Vous voyez qu'on a un taux qui monte progressivement, qui est aux alentours de 200 pour 1 million d'habitants. C'est pas des taux il y a des taux bien meilleurs dans un certain nombre d'autres régions. Mais finalement, ce qui est important, c'est de voir que l'ensemble des bassins ont cette même progression, avec parfois
à certains endroits des progressions plus importantes que pour le centre expert. Et donc, c'est intéressant de voir que le système de télémédecine peut vraiment apporter une aide locale à la population. Bon, pour la petite histoire, on a ce même genre d'organisation avec Saint-Pierre et Miquelon de manière plus récente et surtout la Guyane, où vous voyez le nombre de thrombolyses qui a augmenté. Et si on compare le taux de thrombolyse en Guyane, vous voyez qu'il y a ce même effet d'augmentation progressive de ce taux de revascularisation par million d'habitants, qui reste malheureusement à des taux plus inférieurs. En Guyane, le problème est plus l'accès de la population et de la reconnaissance de la pathologie. On peut bien sûr mutualiser l'outil, et donc le télé-AVC, une fois qu'on a l'ensemble des outils, on peut faire du télé-AVC, on peut faire de la téléneurologie, on peut faire bien sûr de la neurochirurgie, et donc on voit que l'ensemble de ces systèmes permettent une fluidification de la prise en charge sur l'ensemble d'un territoire. Alors, le deuxième effet, c'est l'effet sur l'hospitalisation, où téléexpertise, téléconsultation et téléassistance vont pouvoir se développer entre les différents hôpitaux pour suivre les patients hospitalisés. C'est ce qu'on a appelé unité neurologique de télémédecine, et on peut bien sûr faire mettre en place des RCP neurovasculaires tous ensemble. Donc, ce modèle, c'est un modèle décliné du système bavarois qui avait montré que dans un contrôle qualité du réseau avec le télé-stroke unit comparé aux unités de stroke unit allemandes, eh bien, vous voyez que la performance était presque meilleure dans un certain nombre de critères, ou en tout cas pas inférieure aux unités au stroke unit. Nous avons montré la même chose pour la prise en charge des patients hospitalisés, les patients qui ne sont bien sûr pas transférés pour une thrombolyse et qui restent sur le centre distant qui était la Pontarlier, avec une prise en charge finalement qui est quasi identique à celle de l'UNV. Et donc finalement, en améliorant les compétences locales et en pouvant leur donner accès à des experts à toutes les étapes de la prise en charge du patient, tous les jours si besoin, eh bien, on peut comme ça améliorer la prise en charge locale des patients, ce qui est très important pour l'entourage familial et pour la contrainte liée à l'éloignement. Alors, dans le suivi, on peut aussi faire de la télémédecine dans le suivi, et donc selon plusieurs modalités. Alors, en France, on a une instruction qui nous demande de suivre les patients au moins 6 mois, mais on peut donc, dans le suivi post-AVC, on peut faire des consultations classiques, on peut organiser la télémédecine avec des visioprésences entre infirmières et médecins, et bien sûr, faire de la téléconsultation par un suivi téléphonique au minimum. Et donc, ça a été montré dans déjà pas mal d'études qui avaient montré à un moment que l'on mettait en opposition les systèmes verticaux qui étaient plutôt des systèmes hub et spoke, mais qui sont tout à fait possibles pour la prise en charge aiguë, pour la partie horizontale. C'est plus des éléments géographiques qui permettent une prise en charge locale. Et c'est l'essai Icarus qui avait montré donc un essai en Australie qui avait montré qu'une prise en charge organisée avec un coaching à la fois du patient et de l'entourage médical permettait une meilleure prise en charge des facteurs de risque par rapport à une population qui n'avait pas ce type d'encouragement. Et donc ça réduit la charge tensionnelle, on réduit le cholestérol et en fait on a un effet sur les facteurs de risque et à partir de là on réduit le risque de récidive. Alors nous-mêmes, nous avons mis en place ce suivi au niveau de la région avec des infirmières de coordination sur l'ensemble des bassins hospitaliers et une coordination centrale qui nous permet aujourd'hui de prendre en charge à peu près 72% de tous les AVC en Franche-Comté, alors qu'il n'y a pas autant de neurologues que ceci. Et donc le système avec les infirmières permet vraiment d'organiser cette prise en charge. Tout ça nécessite une formation. On doit organiser en permanence la prise en charge en local avec les renouvellements de praticiens. C'est important d'assurer cette organisation locale avec des entraînements, de revoir les procédures thérapeutiques de prise en charge, de faire des trainings de tous les personnels, d'échanger les expériences.
et de pouvoir aussi réaliser des téléconsultations simulées qui permettent de pouvoir mieux mettre les gens en situation. Et donc finalement, de mettre en exergue des critères qualité qui sont importants pour l'évaluation. Et on l'a vu, c'est le modèle allemand est particulièrement démonstratif dans ce cadre-là. Il reste bien sûr des questions. Alors, on ne va pas aborder les problèmes de financement et de modèle économique qui peuvent dépendre vraiment de différents types organisationnels et de la population. Ce qui est important, c'est vraiment la formation, et je l'ai dit, de travailler la résistance au changement et de pouvoir travailler les supports techniques et technologiques avec un focus sur la sécurité des données pour vraiment considérer que c'est des choses très importantes à superviser. Le risque, c'est, comme je vous l'ai dit, la ubérisation de la prise en charge. C'est des choses qu'il faut éviter. Alors, il y a aussi des évolutions techniques et scientifiques qui peuvent modifier les prises en charge. C'est le cas de la thrombectomie, où finalement, faut-il mieux faire du drip and chip, c'est-à-dire traiter localement les gens et puis traiter plus de patients pour la thrombolyse chimique en réduisant en augmentant le délai vers la thrombectomie mécanique, ou faut-il envoyer tous les patients vers le mothership, c'est-à-dire directement vers le centre qui peut faire de la thrombectomie. Et donc, on sait aujourd'hui que c'est compliqué et qu'il y a des essais dans ce cadre-là pour travailler cette dualité, mais qui peut aussi être réglé assez simplement avec les aspects géographiques, parce que si on est à moins de 30 minutes d'un mothership, il faut aller au mothership. Si on est à plus de 30 minutes, eh bien, c'est là où ça peut se questionner. On peut aussi avoir des opportunités techniques et technologiques qui apparaissent comme avec le scanner embarqué et puis l'utilisation de moyens héliportés. C'est ce qu'on va voir en préhospitalier avec les Allemands qui ont montré que finalement, on perdait presque plus de temps pour rapatrier les patients à l'hôpital que de les traiter dans l'hôpital. Et donc, ils ont décidé de mettre un scanner embarqué pour pouvoir traiter les gens dans la première heure. Et c'est ce qu'ils ont montré. Ils traitent à peu près 64% de leurs patients dans la première heure versus seulement 11% avec ce système. Alors c'est un système lourd, hein, puisqu'il faut un scanner dans un camion et puis des systèmes de visio embarqués. Alors ça a montré son efficacité. Euh, Économiquement, c'est un peu plus compliqué. Ça peut aussi se discuter dans des aires rurales où en positionnant le scanner embarqué dans des zones géographiques, il pourrait aider à des prises en charge locales. Alors, c'est ce qui avait été montré, et c'est ce qu'avait fait Marie Curie pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, aujourd'hui, il y a un essai en France qui va dans ce sens-là. On peut aussi optimiser la prise en charge directement dans le camion, et dans le camion, soit des pompiers, soit des paramédics, en pouvant donner accès à un neurologue à distance. C'est donc presque de la régulation neurologique à distance, qui est utilisée aujourd'hui en Catalogne pour organiser, pour orienter les patients s'ils doivent aller vers l'hôpital local ou plutôt vers le centre de thrombectomie, vers le mothership. Et donc, toujours plus loin, les Allemands nous ont proposé de pouvoir faire une prise en charge héliportée. Donc, c'est un système où on fait soit du mothership enfin du drip and chip avec des camions. Et comme il y a beaucoup de distance, l'idée est de pouvoir envoyer directement l'équipe interventionniste sur le centre qui est équipé avec un bloc de neuroradio. Et donc, ils ont montré qu'ils pouvaient réduire comme ça d'1 heure la prise en charge des patients avec un résultat assez spectaculaire sur la récupération. Alors, c'est une organisation lourde et technologique importante que l'on peut pas mettre partout. Alors, en conclusion, le télé-AVC structure la mise en place d'une organisation globale des AVC. On ne peut pas faire du télé-AVC si on n'a pas de l'idée de son organisation. Le télé-AVC permet une évaluation à distance précise de tous les AVC tout au long de la prise en charge. Et il favorise aussi l'orientation des patients dans la phase aiguë comme dans la phase chronique. Et il peut permettre d'évaluer directement tous les patients pour une décision thérapeutique sûre et efficace. Il peut aussi mettre en place organiser le transfert préhospitalier pour démarrer la thrombolyse ou d'autres traitements.
De toute façon, le télé-AVC nécessite une gestion des indicateurs qualité pour voir évoluer l'organisation. Et le télé-AVC mérite et nécessite une formation de tous les intervenants. Donc, j'espère pour avoir pu répondre à beaucoup de vos questions sur le télé-AVC et je reste bien sûr à votre disposition pour discuter, si vous le souhaitez, de tout ça. Je vous remercie.